Nous allons enchaîner avec la dernière table ronde de cet après-midi qui sera animée par Philippe Mongaudry, enseignant-chercheur à l'ESA en agroalimentaire, produits locaux et traditionnels, AOP, IGP et terroir. Donc nous rentrons de plein pied dans le terroir avec une thématique un peu iconoclaste, pourquoi pas, vous allez nous le dire, la food tech est-elle ou peut-elle être une alliée du terroir? Et vous serez assisté par deux intervenants que nous allons retrouver en visioconférence. Alors je crois qu'ils sont là, c'est fantastique. Miracle de la technologie, merci à vous. Et nous voilà avec nos deux intervenants. Donc, nous avons Antoine Pulsini. Vous pouvez peut-être lever la main pour qu'on vous reconnaisse bien. Voilà, merci beaucoup à vous. Antoine Pulsini, vous êtes ingénieur de formation et vous avez fondé Promus, une start-up qui permet de réduire les circuits en créant un lien direct entre les producteurs et les restaurateurs. Vous allez nous en dire un petit peu plus, bien sûr. Et puis, nous avons le chef étoilé Christophe Hay, qui est là également fidèle au poste. Vous êtes le chef étoilé du restaurant La Maison d'à côté, à Montlivaud, dans le Loir-et-Cher. Et également le chef étoilé 1 étoile pour le restaurant La Table d'à côté, à Ardon, dans le Loiret. La Maison d'à côté ayant décroché 2 étoiles. Alors, vous êtes un chef très inspiré par le terroir solonio et ligérien notamment. Vous êtes passionné de produits locaux, de circuits courts. Et je vous laisse donc à ce débat. Est-ce que la food tech peut être une alliée du terroir? Merci beaucoup. Alors, j'ai la lourde tâche d'entamer cette dernière étape. Alors, avant cela, j'aimerais juste rappeler, pour ceux qui arriveraient un peu en retard, qui auraient loupé le début, qu'on a eu des débats sur un certain nombre de sujets. Donc, je vais les rappeler pour faire le lien avec celui-là, celui qu'on va commencer ici. On nous a beaucoup parlé des robots, de la livraison, on a même vu pour l'analyse sensorielle des vidéos d'ambiance, des outils d'analyse sensorielle, des nez électroniques, tout un tas d'outils qui peuvent être complètement liés à l'alimentation. Et puis Mathieu Vincent nous a aussi montré les différents champs d'application de la food tech, je dirais dans certains blocs, entre l'approvisionnement jusqu'au consommateur. Alors, pour cette étape, nous, on va se placer plutôt vraiment en amont, c'est-à-dire au niveau de l'approvisionnement. Donc, c'est essentiellement sur ce créneau-là qu'on va débattre aujourd'hui. Alors, pour ça, moi, j'avais pas trop envie de m'installer sur le salon, mais je vais plutôt m'installer à la table du bistrot, puisque pour faire un peu le lien avec les personnes avec qui je vais débattre, voilà, Christophe et Antoine. Et avant de lancer les débats, j'aimerais juste rappeler 2-3 petites définitions très vite. Là, ce débat va parler du terroir et de la food tech. Donc peut-être très rapidement, je vais vous redonner comment je perçois le terroir en quelques mots. Pour moi, le terroir peut se définir en 4 points. Le terroir, comme la gastronomie, je l'ai entendu dans la définition juste avant, le terroir est lié à un territoire, toujours. Il est lié aussi à une interaction entre un milieu physique et les hommes. Donc, il est lié à un savoir-faire. Et finalement, c'est cette interaction entre le savoir-faire qui est vraiment l'élément important. Et le produit qui en découle, il a aussi une réputation. Et donc, en fait, il faut jamais négliger aussi cet aspect-là. Donc, tous ces aspects-là, le lien au terroir, l'interaction entre le physique, le produit et les hommes, et la réputation du produit. Alors, un autre élément aussi qui me semble assez important, c'est que ce terroir, il était présent avant nous, il est présent aujourd'hui, et j'ai l'intime conviction qu'il sera aussi présent après nous, même si on a vu quelques aspects du futur qui nous prédisent peut-être beaucoup de robots. Moi, je reste persuadé que, comme pour la gastronomie, il y aura toujours une gastronomie faite avec beaucoup d'amour, je l'ai entendu aussi, mais aussi un terroir qui sera toujours là après nous. Donc, voilà, je voulais simplement introduire cet aspect-là. Et puis,
Dans ce cadre-là, dans le cadre de la demande des professionnels, on va avoir 2 témoignages. Un plutôt que je vais qualifier d'offre et l'autre de demande. Alors c'est pour ça que je vais d'abord poser une première question au chef Christophe Hay, à savoir, si j'ai bien compris, il est très très attaché à l'approvisionnement local. Et finalement, cet approvisionnement local, eh bien, comment il le gère au quotidien, peut-être à la semaine ou au long terme. Et puis, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il utilise des outils numériques pour cet approvisionnement. Donc, je poserai cette première question, et puis on verra après, dans un deuxième temps, l'offre. Donc, Christophe, si vous pouviez éventuellement nous éclairer sur ces points d'approvisionnement. Merci. Bonjour à tous. Et en tous les cas, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de partager justement mes convictions et ce que j'ai pu créer et ce que je vais encore plus développer pour demain. Pour vous dire, je sors d'un petit débat sur l'impact environnemental de nos établissements et je passe là maintenant sur une partie sourcing. Et justement sur la valeur que peut avoir la partie numérique de notre métier. En fait, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que aujourd'hui, moi, j'invente rien en fait. C'est juste des convictions personnelles et une envie justement d'aider, de soutenir, d'épauler notre agriculture locale. Bon, je sais pas si vous le savez, mais voilà, je suis issu d'une famille agricole depuis 5 générations. J'ai vu mes grands-parents souffrir dans les années 70-80 de ces quotas laitiers qui nous ont vraiment fait beaucoup de mal. Ça veut dire que mes grands-parents travaillaient pour jeter leur lait dans les égouts. Ils étaient payés pour ça. Et ça, c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal à l'agriculture en règle générale, et puis tout ce qui a pu derrière arriver aussi à ce métier. Aujourd'hui, moi, je me veux ambassadeur parce que c'est vraiment un rôle que je me suis donné, ambassadeur de cette agriculture locale, parce qu'en fait, voilà, c'est des gens qui se donnent la peine, qui travaillent énormément, qui font des jolis produits et qui n'ont pas toujours justement cette faculté, cette force de se commercialiser. Et donc c'est là où on va pouvoir débattre derrière de l'impact que peut avoir justement la partie numérique de ce métier. En région Centre, on a plusieurs plateformes qui se sont développées justement pour essayer de recenser tous ces petits producteurs, les richesses locales, aussi bien sur la partie bio que la partie également assez engagée de ces producteurs. Et on voit notamment que cette agriculture aujourd'hui, elle est complètement en train d'évoluer, de changer, et notamment sur les grandes plaines de Beauce, puisque on voit que la biodiversité aujourd'hui a pris une place assez importante. Également dans notre façon de s'alimenter, puisque moi je suis aussi, j'ai la double casquette, puisque du coup je suis également agriculteur, puisque j'ai acheté des bœufs Wagyu en 2018, et puis j'ai également maintenant 1,5 hectare de culture d'Amblois sur mon nouveau projet Fleur de Loire. Donc voilà, c'est des choses qui me touchent, tout ça pour dire qu'on a une vraie volonté justement de limiter l'impact sur l'environnement et justement de recréer de la biodiversité sur nos terres. Et je parlais des grandes plaines de Beauce parce qu'à l'époque, on se retrouvait avec des champs de 100 hectares de blé, de 100 hectares de maïs, de 100 hectares de colza. Aujourd'hui, il y a cette volonté justement de moins traiter et de faire de la biodiversité pour limiter justement ce qu'on appelle les entrances, ces toutes petites bêtes là qui nous embêtent quand on est dans les champs et qu'on est obligé de traiter malheureusement pour limiter justement le malaise dans les cultures. Plus il va y avoir de biodiversité et plus on va les bousculer, ces petites bêtes, et plus elles vont être embêtées. Donc là, on voit justement que sur ces grandes plaines, plus ça va et plus on retrouve des lentilles, des pois chiches, des choses qu'on n'avait pas avant dans nos champs et qui vont créer justement le malaise de ces petites bêtes et qu'on va pouvoir justement limiter au fur et à mesure.
Et du Donc coup, ça, après, derrière, il faut pouvoir les valoriser et pouvoir les vendre. oui, et du coup, est-ce que les outils numériques vous permettent justement d'accéder à ces nouvelles cultures ou ces agriculteurs qui ont des nouveaux produits à proposer? Alors, ce que j'expliquais justement, c'est que la région Centre a mis en place une plateforme qui s'appelle C'est du Centre, qui justement recense un peu ce genre d'agriculture diverse sur tout notre territoire. Et il y a de plus en plus justement de plateformes qui se mettent en place pour justement aller recenser ces agriculteurs. Et aujourd'hui, si je peux essayer d'avoir une petite proportion, vous utilisez ces plateformes pour quel pourcentage d'approvisionnement? C'est variable, ça dépend des saisons? Alors pour tout vous dire, moi je n'utilise aucune plateforme parce que moi je vais déjà recenser les agriculteurs à la base et après je les partage. C'est ça qui est voilà qui est un peu pour moi c'est je prends le temps de faire toutes ces choses parce que alors je suis peut-être un surhomme hein, mais je prends pas de pause, j'ai très peu de jours de repos. Moi, ce que je veux, c'est surtout m'enrichir justement de l'agriculture locale, de les recenser et ensuite de pouvoir leur permettre d'accéder à des labellisations comme le collège culinaire ou des choses comme ça, ce qui va permettre derrière à eux d'être en lumière et de pouvoir accéder justement à ces plateformes et pouvoir commercialiser leurs produits. Oui, donc si je comprends bien, quelque part, vous permettez quand même cette mise en relation, même si vous n'utilisez pas l'outil, vous êtes un facilitateur pour les producteurs d'accès à ces plateformes et donc pour leur ouvrir le champ des possibles sur l'approvisionnement local, quelque part. Exactement, c'est exactement ça. C'est par exemple quelqu'un qui s'appelle Adèle Chandavoine, qui était une petite productrice de volailles, qui avant qu'on la rencontre, était vraiment très mal financièrement, qui aurait pu même mettre la clé sous la porte, et qui aujourd'hui, grâce à la rencontre et à la mise en avant de son savoir-faire, s'est sorti justement de cette zone rouge et a pu justement s'en sortir. Donc oui, en fait, mon rôle à moi, c'est vraiment, comme je vous le dis, c'est une pure conviction personnelle de ce que j'ai pu voir, voilà, du début de quand j'étais gamin avec mes grands-parents. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de valoriser l'agriculture locale et justement, voilà, par le biais de ces plateformes derrière, ça leur permet justement de pouvoir s'en sortir. Oui. On a entendu dans la table ronde précédente que derrière les robots, il y avait des hommes et parfois même beaucoup d'amour. Et donc là, je le retrouve ici. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition aussi pour une question pour Antoine, puisque lui, en fait, j'imagine qu'il met aussi beaucoup d'amour à pouvoir proposer les services de mise en relation entre justement les producteurs et les restaurateurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle que vous prenez au travers de l'entreprise Promus, s'il vous plaît? Oui, bien bonjour à toutes et tous. Ravi d'échanger aussi sur ce sujet. Nous, on est non seulement une plateforme, mais on est aussi un distributeur, c'est-à-dire qu'on va acheter les produits aux agriculteurs et les revendre aux restaurateurs, que ce soit des restaurations commerciales ou des restaurations collectives. On va effectivement avoir un lien direct en informant le restaurant de qui est le producteur qui a livré. Et en fait, on va apporter une logique, je vais l'appeler de masse, parce qu'un des grands enjeux je pense, de la société à venir, c'est de faire tout ce qui vient d'être expliqué par le chef, mais à grande échelle. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que la logique de l'agriculture et des territoires, c'est ce qu'on appelle une logique capillaire. Il y a énormément d'acteurs. Ces acteurs, en fait, chacun sont plus ou moins isolés. On commence à les mettre en avant, effectivement, mais il y a une logique derrière de masse pour un bon nombre de transformateurs, restaurateurs, qui font que c'est très difficile d'aller chercher des producteurs de petite taille sans que ce soit un critère péjoratif. Le mot petit, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, si on regarde la part de ce qu'on pourrait appeler le circuit court, il y a 5% des terres agricoles cultivées par des petites exploitations qui rentrent dans des schémas de circuit court. Et dans les 95% restants, on est dans des circuits dits longs, c'est-à-dire des exploitations agricoles qui subissent énormément les variations de prix, les variations de marché,
qui, elles, n'ont pas tellement de choix qu'aujourd'hui s'inscrire dans des circuits agroalimentaires ou d'export ou de transformation longue, énormément dans le monde de la viande, particulièrement vrai aussi sur certaines cultures de fruits et légumes. Et un des gros enjeux que nous nous sommes fixés avec Promus, c'est justement d'aider cette large population à reprendre le contrôle de leur vente et à reprendre le pouvoir de vendre. Et pour faire ça, il y a une vraie logique logistique qui n'existe pas aujourd'hui. C'est la logistique qui existait avant, qui est une logistique territoriale, c'est-à-dire de permettre de partir de plusieurs fermes, de les regrouper, de les distribuer. Et ça, c'est ce qu'on fait dans notre logique territoriale, c'est de permettre à des restaurateurs, donc collectifs, publics ou des restaurations plus commerciales traditionnelles, d'accéder justement à du direct producteur. Avec 3 piliers forts, c'est d'augmenter un maximum le nombre de références de la région, du territoire. On va pas avoir que du local et du très local. Nous, on va s'atteler à avoir du direct producteur français pour recréer des filiales et des filières qui sont en perte de vitesse, notamment sur la viande. On va s'atteler à avoir un prix qui soit cohérent avec ce qu'attend le restaurateur. Parce qu'un des grands enjeux de la restauration aujourd'hui, que ce soit collectif ou que ce soit traditionnel, quand on regarde vraiment sur à nouveau des restaurations plus de volume, on va avoir un besoin sur le prix parce qu'il y a énormément d'enjeux pour eux sur l'énergie, sur le main-d'œuvre. Donc, il faut qu'on soit cohérent en termes de matière. Et pour faire ça, nous, on vient couper des intermédiaires. Donc, tout simplement, au lieu que le produit passe par 3-4 intermédiaires, ils vont passer directement par nous. Donc, on va être beaucoup plus court en termes d'effet de marge. Ça va nous permettre de mieux équilibrer les rémunérations. Et le deuxième sujet, c'est d'être très bon en service. C'est-à-dire que quand ça a été commandé, il faut livrer. Même si on travaille avec le vivant, il y a une vraie logique aussi d'être en capacité d'avoir toujours un approvisionnement continu. Notre responsabilité à nous, c'est d'expliquer les saisons. C'est pas toujours facile, mais il faut aussi expliquer les saisons en face des engagements. Donc, il faut savoir équilibrer ce service-là. Et le troisième point, c'est d'informer. Et on a développé un outil qui permet aux restaurants qui travaillent avec nous d'informer leurs clients à travers leur smartphone. Donc ça, c'est vraiment la partie technologique de qui est dans son assiette. Concrètement, on est aujourd'hui présent sur différents aspects, mais quand vous êtes livré par Promus, le restaurateur reçoit de l'information sur qu'est-ce qui a composé son approvisionnement de la semaine, quel a été l'impact carbone de cet approvisionnement, quelle a été la distance moyenne de cet approvisionnement, combien de fermes en direct ont été touchées par son approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment de l'information concrète. Et il peut choisir, s'il le veut, de participer et de partager, de faire partager ça à ses propres clients à travers un site vitrine sur lequel il va choisir les informations qui vient remplacer un petit peu la carte qu'on voit souvent des producteurs. Là, c'est une carte dynamique et vous voyez en temps réel quel producteur, le nom, l'engagement du producteur, tout ce qu'il a fait en fait et qu'il a mis en œuvre pour vous servir un produit de qualité forte. Donc en fait, la technologie aujourd'hui pour nous, elle nous permet de venir connecter cette diversité d'agriculteurs à une diversité de restauration et en masse parce qu'on reste dans un monde qui nécessite du volume. La restauration, aujourd'hui, on a tiré les prix vers le bas dans des mesures qui sont telles qu'on ne sait plus quel est le vrai prix de l'alimentation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les éleveurs laitiers, les éleveurs de viande, les maraîchers sont dans des situations critiques au niveau de la rémunération. C'est aussi qu'ils sont au début d'une chaîne sur laquelle on a coupé. Donc, redonner du sens à tout ça, c'est couper des intermédiaires pour nous, mais c'est aussi expliquer quel est le bon prix, expliquer qu'un maraîcher en France ou qu'un éleveur en France ne doit pas subir les cours du gaz à l'autre bout de la planète, ça n'a aucun sens. Donc il faut aussi expliquer, et nous c'est un rôle qu'on prend à nos acheteurs, quel est le bon prix et pourquoi la volatilité des prix, c'est aussi une difficulté pour les agriculteurs. Et tout ça on le fait avec la technologie, en éduquant, en informant, en donnant de la formation. Et ça nous permet d'être présent dans beaucoup de restaurants avec une carte qui bouge au fur et à mesure des saisons, dans les suggestions du jour, dans les cartes, sur de la viande, sur du fruits et légumes, sur du beurre, des œufs, crèmerie, toutes les catégories majeures des restaurants. Oui, donc si j'essaye de résumer un peu, on peut essayer de conclure que le numérique serait un bon outil de planification si on se place sur un approvisionnement sur l'ensemble de la France, même s'il est très local. Ça permet dans un premier temps de planifier l'approvisionnement et puis d'apporter un certain nombre d'informations, voire d'éducation et un lien plus direct avec le producteur. Donc avec vous, on a vraiment une vision, je dirais,
pratiquement de politique nationale, et avec Christophe, on a plus l'expression d'un besoin du consommateur final, si je puis dire, ou du professionnel final. Du coup, je me posais la question des limites. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le numérique, effectivement, peut permettre ces outils, mais il demande quand même un certain investissement pour les producteurs de s'y engager. Et est-ce que finalement, comment dire, le temps ou la connaissance ou la capacité d'engagement dans ces outils numériques n'est pas finalement un frein ou une limite où ils le font parce que ça devient un besoin vital, comme a pu l'expliquer Christophe, que ça a permis de développer certains agriculteurs qui n'avaient plus tellement de moyens de survivre ou de se développer. Est-ce qu'il y a des limites de ce type-là dans ces outils ? Moi, si je peux prendre la parole sur cet axe, pardon. On a tous traversé cette crise et notamment nos producteurs. On est tous allés consommer de l'ultra local pendant cette crise et on les a tous abandonnés en sortie de crise. Donc, croyez-moi, ils ont tous été suffisamment forts. Et ils se sont tous motivés à développer justement ces plateformes et à adhérer justement à ce genre de plateforme. Rassurez-moi, on a tous un téléphone connecté et ultra connecté. Aujourd'hui, on a tous un ordinateur à la maison. Donc croyez-moi, même les plus petits producteurs dans nos régions se sont équipés de façon à pouvoir se commercialiser. Et c'est là où ils ont été très forts. Il y en a même qui font du chronofresh avec leurs produits qui partent partout en France, ce qui est super. D'ailleurs, je pense que ça, c'est une super plateforme aussi qui a été quand même hyper développée ces 2 dernières années. Donc, non, moi, je pense que c'est pas vraiment un frein. En tous les cas, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de soutien numérique pour pouvoir se commercialiser, puisque c'est le futur, c'est l'avenir. Mais en tous les cas, ce que je disais, oui, l'ultra local, c'est une solution également parce que on se doit aussi de limiter l'impact environnemental, hein, et on le sait que c'est dans nos axes ces 5 prochaines années parce que il va vraiment falloir qu'on soit attentif à l'environnement. Je reviens vraiment là-dessus parce que pour moi c'est hyper important. Mais en tous les cas, l'avantage du numérique aujourd'hui, c'est que ça permet de centraliser les achats et plutôt que de faire partir 10 camions dans la semaine, on va en faire partir qu'un seul, mais au moins les choses vont être dispatchées d'une meilleure façon. Oui. Vous confirmez aussi, Antoine, cette tendance-là, vous qui travaillez directement avec les producteurs ? Voilà, le numérique s'installe et effectivement, il prend beaucoup plus le pas, et particulièrement dans le monde de l'agriculture. Et là, je vais prendre une autre casquette qui m'anime sur la ferme digitale et qui regroupe les startups du numérique et dans ce qu'on appelle l'agritech. Sur le volet de l'innovation agricole, il y a énormément de choses qui se font pour permettre à l'agriculture d'être certainement un des premiers soldats du climat, parce qu'elle a au sens large un énorme rôle à jouer dans ce qui nous attend sur le réchauffement climatique. Donc toutes les innovations qui arrivent côté ferme digitale sont claires et de plus en plus adoptées. Donc le numérique clairement prend le pas. Ce qu'il faut après derrière, c'est aussi prendre conscience en tant que consommateur, et je ne peux que rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est que il faut consacrer plus de part de son budget à l'alimentation, et il faut repenser la manière dont on s'approvisionne. Il faut réfléchir à l'impact qu'il y a, parce que c'est ça la clé en fait. À la fin, ce qui change les choses, c'est les consommateurs, à travers leur passage au restaurant, à travers leur passage en grande surface, à travers leur choix de plats, de menus en restauration collective. Et ça, c'est le point le plus important qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est nous tous qui pourrons soutenir les agriculteurs qui sont au début d'une chaîne que nous choisissons derrière d'acheter. Alors, on a parlé du Covid, mais j'ai l'impression que c'est quand même une tendance
qui est plus ancienne et qui est profonde, puisque en 2017 puis 2018, il y a eu la loi Egalim, enfin qui a commencé en 2017, mais en 2018, où certes, ça concernait surtout les marchés publics, mais j'ai envie de croire que cette tendance qui a été discutée et votée au travers de la loi Egalim, plus de bio, plus de produits locaux dans les restaurations collectives, elle est aussi le fruit d'une tendance qui existe aussi partout dans la société, et que finalement, elle servait aussi de fer de lance de ce mouvement, et que finalement, le Covid n'a fait qu'accélérer cette tendance. Et alors vous, Christophe, qui êtes restaurateur, je dirais pas dans les marchés publics, est-ce que vous aviez déjà senti cette envie de produire? Alors vous êtes complètement dedans, mais peut-être avec les gens que vous côtoyez, est-ce que vous aviez déjà senti cette tendance dès bien avant le Covid et que ça s'est simplement accéléré, ou c'est quelque chose de très nouveau? Moi, franchement, je pense que oui, c'est des choses en région centre, en tous les cas, qu'on a de plus en plus mis en place et qu'on a essayé justement de partager. Ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration en général, au fur et à mesure, est de plus en plus attentive, parce que là, on parle de haute gastronomie, mais ça passe par également les petits bistrots qui commencent à se développer de plus en plus avec un côté de plus en plus qualitatif. Et ça, c'est important parce qu'en fait, comme vous disiez, aujourd'hui, on mange en moins grosse quantité, mais de meilleure qualité. Hein, moi, je vais très très peu en supermarché parce que j'ai tout simplement pas le temps, et voilà, je suis toujours pris dans tout ce que j'ai à faire. Mais quand j'accompagne mon épouse au supermarché, je fais pas les courses. Moi, je vais voir un peu ce que les gens consomment en fait. Et mon dernier passage, j'étais vraiment admiratif de voir que finalement, les poulets à pas cher qu'on avait avant, qui partaient énormément, aujourd'hui, on préfère prendre un poulet fermier qui va nous faire peut-être 2 ou 3 repas, et qui finalement sera de meilleure qualité. Donc franchement, j'étais vraiment étonné, et c'était vraiment super pour moi de me dire que finalement on y est enfin arrivé, et les gens ont enfin compris que il fallait être attentif justement à nos achats. Et après, pour revenir justement sur ces histoires de tarifs, ce qui est important, c'est que voilà, quand on consomme de meilleure qualité, finalement le produit va durer un petit peu plus longtemps. Il va être plutôt que de le mettre au frigo et de le retrouver fané au bout de très peu de temps. Là, c'est un légume qui va avoir pris le temps de pousser et qui finalement va se conserver plus longtemps. Donc voilà, il y a des avantages à consommer justement ce genre de produits, et on sait que aussi bien au niveau des vitamines qu'au niveau de la conservation, on gagnera en longévité. Ouais. Oui. Écoutez, je suis ravi de vous l'entendre dire que finalement les produits de qualité, vous aussi, vous sentez qu'ils sont de plus en plus attractifs auprès du public. Moi-même, qui forme des spécialistes des produits locaux et traditionnels, j'observe la même chose, même au niveau européen et au-delà. Et donc, nous aussi, on observe ces tendances où les produits de qualité sont de plus en plus recherchés par les consommateurs, y compris en supermarché. Alors, du coup, je me demande si c'est pas le moment de demander aux consommateurs qui sont encore soit sur YouTube ou en ligne, s'ils ont quelques questions à vous poser, à tous les deux. Alors, on va se tourner vers Isabelle et Marie, peut-être, pour des remontées d'internautes. Alors, dans la salle, nous avons une question ici. J'avais en tout cas une première question qui était une question de précision. Elle s'adresse plutôt à Antoine. Vous dites que votre projet, c'est notamment de limiter les intermédiaires, de rapprocher les producteurs des restaurateurs. Et vous en parlez de manière un peu générique, faute de temps certainement, mais évidemment, les choses ne se posent pas du tout de la même façon selon les produits agricoles. J'imagine que dans la viande dont vous avez parlé, forcément, il y a le maillon de transformation qui joue. Les acteurs de la transformation
en particulier les abattoirs, sont très concentrés. Donc, est-ce que c'est pas leur rôle, en fait, de faire ça? Comment vous interagissez avec eux? Et du coup, est-ce que vous pourriez préciser comment vous gérez cette diversité des filières agricoles dans votre métier? C'est une bonne question. En fait, c'est effectivement une connaissance des filières et notamment la viande, la plus grosse des problématiques, c'est ce qu'on appelle l'équilibre matière. Enfin, en hiver, on mange l'avant, en été, on mange l'arrière. C'est très simple. Et la question, est-ce que c'est aux abattoirs de gérer cette partie-là, est une très bonne question. La problématique aujourd'hui des abattoirs, c'est qu'elles perdent la plupart du temps la traçabilité de l'éleveur. Et pour y aller, il y en a qui sont très imaginatifs avec de la chimie, etc. Nous, on n'a pas envie d'aller là-dedans, donc on est en train de recréer des filières de races locales avec des abattoirs de grosse capacité qui sont en capacité, eux, justement, de nous refaire cette traçabilité. Donc, on retravaille toute cette chaîne en repensant à cet équilibre de l'offre et de la demande. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a un équilibre entre restauration collective et restauration traditionnelle, pour que justement on puisse équilibrer tout ça. Il n'y a personne qui aurait l'idée de manger une côte de bœuf en hiver. Enfin, en tout cas, c'est pas si simple que ça. Et pour autant, en été, tout le monde en récupère. Mais à nouveau, quand on regarde une vache il y en a tout le temps, quoi, quelle que soit l'année de l'abattage. Et en fait, ça, c'est un vrai enjeu. Parce que l'éleveur en lui-même, si vous voulez le connecter en direct, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet sur lequel on est à la fois, nous, en train de travailler les équilibres par filière. Et c'est pour ça que je parle de masse. Parce que quand vous avez un restaurant qui fait 20 couverts et qui va prendre une petite partie de la bête, c'est pas la même chose que quand vous avez une cuisine centrale qui va faire 400 ou 600 couverts. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que dans les innovations dont je parlais tout à l'heure avec la ferme digitale, il y a par exemple une structure qui s'appelle Fermalab qui travaille à créer des outils de transformation pour les agriculteurs à la ferme. Alors, c'est vrai sur le lait, donc pour faire du yaourt, du fromage, de la crème dessert. C'est vrai pour la farine. On fait du blé en farine. Et ça commence à être vrai aussi, par exemple, sur l'abattage de volaille, pour que l'éleveur soit aussi indépendant dans son abattage. Ça, c'est de plus en plus une réalité. On est de plus en plus en train d'accélérer ça, parce qu'en plus, ça coûte moins cher, donc ça tombe bien. Et ça permet d'avoir une vraie traçabilité globale. Mais effectivement, si on prend cette filière viande, c'est compliqué. Et après, il y a toute la question des fruits et légumes, de la saisonnalité, de la saison. Est-ce qu'il faut manger des tomates maintenant? C'est une vraie question, et pour autant, la demande, elle est là. Quand on regarde, nous, nos restaurateurs, ils ont des demandes de leurs propres clients sur certains plats à la carte. Après, il y a des choix à prendre. Donc, tout ça, c'est vraiment des questions aussi de fond et de société qui sont en train d'avancer. Mais nous, notre engagement là-dessus et par rapport aux filières, c'est justement de capter et de comprendre quelle est la demande et comment elle évolue et de faire en sorte de la reconnecter, de la relocaliser le plus possible au territoire. On a parlé tout à l'heure de certaines cultures dans certaines zones qui étaient avant sur de la céréale ou autre, qui deviennent, par exemple, sur de l'élevage, ça peut être vrai dans l'autre sens. Nous, notre ambition, c'est vraiment de se dire, si on prend une ville comme Angers, si on prend une ville comme Nantes, quelle est la consommation, par exemple, de telle et telle variété de pommes de terre et comment on pourrait la relocaliser, produite localement chez un ou deux éleveurs, ou un ou deux céréaliers, peu importe, et pour justement raccourcir les chaînes. Mais tout ça, ça va prendre du temps, ça va pas se faire toute seule, mais c'est tout le numérique et tout l'enjeu de ce qu'on appelle la data qui va nous aider à travailler ce modèle-là. Donc, il faut bien le traiter par filière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vais me permettre une petite question pour le chef, curiosité de journaliste. Est-ce que vous pouvez juste en un mot nous dire quelle est cette race de vache? Je crois que vous avez une activité d'agriculteur, c'est ça que vous avez cité au début de votre intervention? En fait, la race que moi j'élève aujourd'hui, c'est le bœuf Wagyu, c'est l'origine du bœuf de Kobe. C'est des animaux qui ont été importés dans les années 80 en France, pas pour dénigrer justement nos races locales, puisqu'à côté de ça, dans la ferme familiale, on préserve la percheronne. Donc, vous voyez, c'est deux extrêmes. Mais mon papa était boucher en fait, et c'est un milieu que je connais bien. Je suis, je pense, un des rares en France à valoriser l'animal entier. Donc, c'est vrai que moi, quand j'entends, c'est la vérité en fait, cet esprit de consommer l'avant sur une certaine période de l'année et le derrière quand il fait beau. Voilà, moi aujourd'hui, je valorise toute ma bête toute l'année. Puisque j'ai un animal qui part tous les 2 mois à l'abattoir et c'est ça aussi
je pense l'avenir des professions en général, c'est d'arrêter. En fait, c'est le problème aujourd'hui, c'est notre consommation. Finalement, on n'a plus envie de mâcher et plus la viande. Il y a eu cette poussée du steak haché et derrière, plus la viande se doit d'être tendre et meilleure elle est, et tous les autres morceaux, on les laisse et finalement, on ne sait plus quoi en faire. Donc ça, c'est aussi un problème. Mais en tous les cas, voilà, tout ça pour vous dire que sur cette race Wagyu, c'est l'origine du bœuf de Kobe et pour le coup, c'est une viande qui est ultra persillée. Même les bas morceaux, et je pense notamment à la capa ou des choses comme ça, c'est des morceaux qui sont ultra persillés et qui seront très très tendres sur ces animaux. Donc c'est un peu une expérience finalement quand on vient goûter cette viande au restaurant. Et c'est surtout une expérience qui marque vraiment à vie, puisqu'on va chercher ce qu'on appelle l'umami, qui est ce cinquième sens, qui est un peu cette sensation, vous savez, quand on mange un os à moelle et qu'on a quelque chose qui vient envelopper notre palais, là, c'est cette sensation qu'on a quand on goûte à cette viande Wagyu. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois qu'on a encore une question. Oui, bonjour, merci pour vos interventions et cette table ronde passionnante. J'avais une petite question, en fait, je constate qu'effectivement, les chefs des restaurants gastronomiques... Oui. Merci de vous lever et d'enlever votre masque, comme ça, on vous entendra mieux. Donc, c'est Isabelle Maître. On constate que les chefs mettent en valeur les produits de terroir, les produits de saison. Par ailleurs, il y a des tendances de consommation des produits très à la mode qui utilisent beaucoup de produits qui viennent de loin et qui ne sont pas très vertueux du point de vue environnemental. Je parle de l'amande, je parle de l'avocat, etc. Mais il y en a un paquet. Comment vous pouvez imaginer que via des outils numériques peut-être pouvoir aider à lutter contre des tendances de consommation? C'est très très moderne, c'est très à la mode, c'est pas du tout écolo et je pense que personne voilà, donc je me posais la question comment la gastronomie, la culture gastronomique peut diffuser vers des cuisines plus bistronomiques ou plus du quotidien, dans un sens qui va mettre en valeur nos produits de terroir. Je pense qu'aujourd'hui, la question, en tous les cas pour moi, elle se pose pas, et parce que de toute façon, je ne travaille pas de produits en dehors de mon département. En dehors de ma région, on va dire, puisque du coup, il faut quand même s'élargir un minimum. Mais au-delà de tout ça, les producteurs d'avocats qui sont sur les îles et qui vont avoir aussi besoin de vendre leurs produits, il faut aussi qu'on les soutienne, mais surtout qu'on consomme ce genre de produits quand c'est la saison, tout simplement. Tout à l'heure, on parlait des tomates. Là, ça, pour moi, c'est une aberration de voir encore des tomates au mois de décembre. Mais bon, à côté de ça, vous avez des serres qui sont proches des centrales électriques, qui utilisent des chauffages avec l'eau justement des vannes, ce qui va permettre de chauffer les serres, et ça reste écologique. Donc, il y a un grand débat sur ce genre de consommation de produits hors saison. Et je pense quand même que la sensibilisation s'est faite en règle générale dans le consommateur, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaie d'être intelligent dans notre façon de s'alimenter et de consommer. Et en ce moment, c'est la période des tubercules, des variétés de choux et des courges en général. On va s'arrêter justement de manger des courgettes, des aubergines et des tomates, quoi. Merci beaucoup à nos trois intervenants. Merci au chef qui a pu libérer quelques minutes dans ces journées extrêmement chargées. Merci à vous, Antoine Pulcini, donc fondateur de la start-up Promus, qui œuvrait pour la promotion des circuits courts. Et puis, merci à Philippe Mongondry, qui a animé avec beaucoup de talent ce débat.